Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce débat autour des données de santé au temps de la Covid et qui s'inscrit dans notre cycle conversation. Alors, avant tout, je tiens à remercier tous les intervenants pour leur participation à ce débat. Tout d'abord, Madame Michèle Chiboudjian, qui est présidente de France Asso Santé PACA, Monsieur Olivier Téchec, responsable de la commission éthique PACA de la Mutualité française, et Monsieur Thomas Roux, coordinateur régional France Asso Santé PACA. Alors, avant de laisser la place aux intervenants, je souhaitais définir un petit peu mieux le contexte du débat en soulevant les problématiques qui apparaissent. Alors, la lutte contre la pandémie de Covid-19 a nécessité la mise en place très rapidement d'outils numériques tout en tenant compte du respect de la vie privée. Donc, ce pari a-t-il réussi? A-t-on trouvé le juste équilibre entre protection des données personnelles et exploitation de celles-ci à des fins de santé publique? Et puis, tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on évoque les données personnelles de santé? Alors, depuis la mise en application du règlement européen sur la protection des données personnelles, le fameux RGPD, en mai 2018, nous disposons d'une définition d'une donnée personnelle de santé. Donc, il s'agit de données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future d'une personne physique. On peut citer par exemple les informations obtenues lors d'analyses biologiques ou d'examen d'une partie du corps, les informations concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, des antécédents médicaux. Donc, on observe bien que la notion de données de santé est désormais très large. Alors, pour lutter contre la pandémie de Covid-19, l'État a mis en place un certain nombre d'outils numériques traitant des données de santé. Alors, tout d'abord, 2 fichiers pour la lutte contre la propagation du virus. Il y a eu le fichier SIDEP pour Système d'information de dépistage. Donc, c'est une plateforme d'enregistrement des résultats de laboratoire. Il y a eu aussi le fichier Contact Covid, donc ce fichier qui permet l'identification des cas positifs et des personnes contacts. Alors, ces 2 fichiers traitent des données personnelles de santé et contiennent chacun les données d'identification des personnes ainsi que les données spécifiques liées à la finalité du fichier. Donc, pour SIDEP, par exemple, nous allons trouver les dates de prélèvement et les résultats des examens. Pour Contact Covid, nous allons trouver les données d'identification des cas positifs et des contacts rapprochés, mais aussi les informations sur l'état général de santé des patients. Donc, ces données très sensibles sont accessibles aux professionnels de santé ainsi qu'à certains personnels des ARS, de Santé publique France et de la CNAM. Alors, récemment, un 3e fichier est apparu, le fichier SI-Vaccin, qui, quant à lui, contient des données identiques d'identification des personnes, mais aussi des données spécifiques à sa finalité, les données de vaccination, notamment les effets indésirables, les critères d'éligibilité à la vaccination dans un premier temps, et puis la gestion des stocks de vaccins. Enfin, autour de ces 3 fichiers, et assez rapidement est apparue l'application Tous Anti-Covid, anciennement Stop Covid, qui permet entre autres de prévenir en garantissant l'anonymat des personnes qui ont été à proximité d'une personne testée positive. Donc, cette application intervient en complément de l'outil Contact Covid, mais nous y reviendrons plus amplement au cours de ce débat. Alors, pourquoi une multiplication de fichiers? N'y avait-il pas une possibilité de ne gérer qu'un seul fichier? N'avons-nous pas des outils déjà présents qui auraient pu être utilisés? Alors, le DMP, par exemple, le dossier médical partagé dont la création a été instaurée en 2004, aurait pu servir de point d'entrée. Mais la faible proportion d'utilisateurs et le contexte d'urgence ont fait que cette solution ne pouvait pas être retenue. Dans ce contexte d'urgence, et néanmoins, tout en essayant de respecter les règles et les lois, un fichier ne peut être créé que pour une finalité précise. Les 3 fichiers ont tous des finalités distinctes, donc cela peut expliquer la présence de ces multiples fichiers. Alors, y a-t-il des avantages et des inconvénients? Alors, la présence de ces fichiers multiples reste transparente pour le citoyen. Toutefois, on peut estimer, au regard des problèmes de piratage rencontrés ces derniers temps, que la multiplication des fichiers limite les risques de divulgation de l'ensemble des informations. À des fins de recherche, on pourrait toutefois imaginer que le regroupement des informations contenues dans plusieurs fichiers pourrait générer des données parfois erronées ou comportant un certain nombre d'erreurs. Voilà, donc j'en ai fini avec cette brève introduction et je vais laisser la parole à M. Téchec.
Monsieur Téchec, on vous écoute. Merci, Monsieur Ravix, merci. Merci pour cette invitation. Alors effectivement, hein, ça a été dit, la lutte contre la pandémie a nécessité de mettre en œuvre tous les moyens qu'on avait pour lutter contre la propagation. Il s'agissait de connaître le plus rapidement possible et le plus précisément possible les citoyens qui avaient contacté le virus afin de les isoler, d'avertir les proches ou les gens qui les avaient croisés sans être au courant que la personne était porteuse du virus. Donc ça a été dit aussi par M. Ravix, il y a eu quatre traitements de données qui ont été mis en place. Le système d'information de dépistage populationnel, le SIDEP, qui est un système mis en œuvre par le ministère des Solidarités et de la Santé. On y reviendra. Il y a eu Contact Covid, qui est un système mis en place par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui lui recueille des informations sur les cas contacts et sur les chaînes de contamination. A été aussi déployé Tous Anti-Covid, qui auparavant s'appelait Stop Covid. C'est une application mobile de suivi de contact qui est basée sur le volontariat. Hein, vous avez tous eu à cocher ou pas hein, la case Bluetooth pour être porteur de cette technologie. Et ça, c'est une solution qui a été mise en place par le gouvernement. Et ensuite, ça a été dit aussi, d'autres systèmes qui ont été mis en œuvre, le système d'information vaccin Covid et le suivi des vaccinations contre le Covid-19. Dans le même temps, bien sûr, hein, le législateur a souhaité encadrer ces dispositifs puisqu'il nécessite de compiler énormément de données personnelles et des données de santé, donc des données extrêmement sensibles. C'est ainsi qu'a été créé le comité de contrôle et de liaison Covid-19. Il est prévu qu'un rapport détaillé de l'application des mesures mises en place soit fait tous les 3 mois à compter de la promulgation de la loi jusqu'à la disparition des systèmes d'information. Donc, alors c'est vrai que ça va sans dire, hein, ce sont des systèmes qui ont été mis en place pour lutter contre la pandémie liée au Covid. Donc, tout porte à croire que ces systèmes vont s'arrêter une fois que le Covid sera éteint. Mais on a quand même précisé que ça s'inscrivait dans une temporalité. Hein. Donc, ça montre que il est nécessaire de le préciser. Donc, il y a déjà des avis qui ont été émis. Notamment par la CNIL. On y reviendra. La CNIL, hein, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a été très active hein, sur ces questions-là. Elle s'est exprimée en constatant qu'il y avait des modifications qui avaient été apportées sur certains dispositifs suite à des recommandations, puisque les choses ayant été mises en place dans l'urgence, voilà, il y avait des adaptations à apporter pour que tout soit en conformité avec la législation sur la protection des données personnelles. Donc, on parle de RGPD, hein, du Règlement général de la protection des données. La CNIL vérifie que tout soit bien en conformité avec la RGPD. Il y a eu quelques manquements. Il y a eu des mises en demeure, notamment hein, à l'encontre d'une agence régionale de santé qui ne respectait pas l'ensemble des dispositifs. Donc, on voit qu'il y a une attention particulière qui est portée sur ces dispositifs qui, une fois de plus, hein, je le rappelle, manipulent des données extrêmement sensibles qui touchent à la santé. La CNIL aussi estime nécessaire, hein, bien sûr, de développer ces dispositifs et les initiatives qui ont été proposées avec des indicateurs à même d'évaluer l'efficacité sanitaire des dispositifs qui sont mis en place. Donc, tout ça,
je vous l'ai dit, c'est jalonné par des phases de contrôle. Il y a une troisième phase qui est en cours, qui a débuté en janvier. Donc la deuxième, hein, a donné lieu à des mises en demeure, notamment vis-à-vis de l'ARS, comme je vous l'ai dit. Il y a une troisième qui va arriver. On va voir si tous les dispositifs ont été conformes aux exigences liées à la RGPD. Je pense que l'avis devrait être communiqué bientôt, hein, sur les sites de la CNIL. Donc, une attention particulière mise en place dans la mise en place de ces dispositifs. Et alors, ça, c'est lié, les dispositifs liés à la lutte contre le Covid, mais il y a aussi dans le même temps un petit peu les affaires courantes qui nous occupent depuis quelque temps, et je pense notamment à la mise en place du Health Data Hub. Alors, il s'agit d'un dispositif, c'est un groupement d'intérêt public qui associe tout un tas de structures, parties prenantes, hein, qui sont en grande majorité issues de la puissance publique. Alors, on a la CNAM, dont on a parlé un peu plus haut, le CNRS, la Haute Autorité de Santé, France Asso Santé et la Fédération nationale de la mutualité française. Enfin, il y a tout un tas d'intervenants, d'acteurs dans ce dispositif qui a été mis en place pour décliner les orientations stratégiques discutées dans le système national des données de santé, le SNDS, qui a été fixé par l'État. Et voilà. Alors, en fait, retenez que le Health Data Hub est un système qui compile des données, et que ces données, des données en santé bien sûr, et ces données, l'idée c'est de les rendre publiques, en tout cas les mettre à disposition de la société pour permettre la recherche, pour travailler la surveillance et la veille sanitaire, pour être plus efficace aussi sur la connaissance des dépenses de santé, et puis pour donner des informations aussi aux professionnels de santé. Donc, le Health Data Hub est un sujet que nous travaillons depuis quelques temps maintenant, et qui est aussi très ambitieux, et qui compile énormément de données. Alors, la question qui s'est posée, c'est qui pour héberger ce Health Data Hub, puisqu'il s'agit de big data, hein, vraiment de données énormes, et que tout le monde ne peut pas héberger. Il y avait eu Microsoft s'est positionné pour héberger ces données-là, et on a vu la CNAM s'opposer à l'hébergement du Health Data par Microsoft. Dans un communiqué du 19 février 2021, pardon, c'est tout récent. Donc, le conseil de la CNAM s'est opposé à l'emploi de Microsoft comme prestataire parce que il y a des causes d'incompatibilité avec notre RGPD. Alors c'est un peu technique, mais le Privacy Shield, qui est l'accord qui régit les échanges de données entre l'Union européenne et les États-Unis, permet aux services de renseignement américains d'accéder aux données de santé des Français qui seraient stockées dans le cloud de Microsoft. Donc, la CNAM s'est opposée à cet hébergement, et une alerte avait été émise par la CNIL aussi sur ce même sujet. La CNIL, hein, qui fait part de son souhait que l'hébergement de ce Health Data, l'hébergement de ce Health Data Hub relève exclusivement des juridictions de l'Union européenne. Donc, on voit qu'il y a un sujet très sensible, et qu'on est en difficulté, puisque à ce jour, on n'a pas plus d'informations que ça. On était parti un petit peu sur l'hébergement par Microsoft, et là, pour l'instant, le sujet en est resté à cet état. Donc,
on voit qu'il y a une grosse pression sur l'hébergement des données, et d'autant que ça a été dit par M. Ravix, hein, la question du piratage, c'est pas un scénario fiction, quoi. Il y a de vrais, il y a un vrai sujet autour du piratage des données. Ça a fait l'actualité tout récemment, hein, puisque vous avez vu que il y a eu un piratage des données issues de laboratoires d'analyse médicale, et 500 000 dossiers de personnes se sont retrouvés dans la nature, hein, suite. Alors bon, l'histoire était un peu rocambolesque. C'était suite à un désaccord entre des pirates informatiques qui voulaient vendre ce fichier sur le dark web, et puis suite à une embrouille entre eux, il y a un des protagonistes qui a mis tout ça sur des forums directement accessibles depuis des moteurs de recherche classiques. Donc, les 500 000 données se sont retrouvées dans la nature. C'est un exemple parmi d'autres qui montre que la sécurité des données de santé, comme la sécurité des données bancaires ou d'autres données, ne se négocie pas, hein. Elle ne se négocie pas. Il y a nécessité de sécuriser ça. Alors, la FNMF, la Fédération nationale de la mutualité française, reste très active sur cette question de la protection des données. Alors, sur la sécurité des données, la sécurisation des données, mais aussi la protection des données individuelles, en lien avec l'intelligence artificielle et la collecte massive des données, hein, le big data dont je vous ai parlé avec le Health Data Hub. Différentes sollicitations nous ont été faites pour des chantiers de réflexion sur lesquels la FNMF est présente, et on a retenu 6 principes qui permettent de réguler l'utilisation des algorithmes et des données de santé dans un cadre éthique. Alors, ces 6 données, je vais vous les présenter. Il y a la transparence de l'origine de l'algorithme, pour être certain qu'on n'ait pas un risque de conflit d'intérêts et qu'on soit en capacité d'assurer une régulation effective. C'est un petit peu ce que je vous ai dit avec Microsoft. Microsoft nous garantissait tout un tas nous présentait tout un tas de garanties pour sécuriser les données. Par contre, on voyait bien que la loi américaine permettait de récupérer ces données dans l'outil. Donc, la transparence de l'origine de l'algorithme qui prévient tous les conflits d'intérêts, ça c'est le premier principe. Le deuxième principe qui tient dans le principe de loyauté de l'algorithme. Donc, il faut que tout le monde puisse donner un consentement libre et éclairé, et que toutes les personnes soient préalablement informées de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le parcours de soins. Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est la garantie humaine. Celui-là, il est aussi très important, hein. On sait qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de diagnostics qui peuvent être rendus par l'intelligence artificielle, notamment la lecture de radio, la lecture de tout un tas de choses. Bon, c'est l'intelligence artificielle qui se prononce et qui dit, bon, mais là, il y a telle pathologie ou telle pathologie. La garantie humaine, le troisième principe qui est dicté par la mutualité française, demande à ce qu'au bout du bout, il y ait quand même un professionnel de santé pour interpréter aussi les données, et qu'on ne soit pas uniquement par une interprétation de l'intelligence artificielle. Donc, la garantie humaine. La quatrième préconisation, c'est l'effectivité du consentement à la collecte des données de santé, pour avoir des gens qui soient maîtres de ce qu'on va faire des données de santé. Vous savez, c'est un petit peu à chaque fois, hein, tous les jours, quand on va surfer sur le web, on clique pour accepter. Voilà. Alors, on clique, mais la question de l'effectivité du consentement à la collecte des données reste posée. On ne sait pas sur quoi, on ne sait pas, quand on clique, on ne sait pas ce que ça va générer, on ne sait pas où vont partir nos informations. On clique parce qu'on a envie d'accéder à l'information et que ça nous est demandé, mais la question de l'effectivité du consentement, elle est vraiment posée, et on en a fait une préconisation. Le cinquième point, la garantie par l'État
de la sécurité des infrastructures. Donc, c'est pour qu'une confiance absolue sur la sécurité des infrastructures publiques ou privées et de leur inviolabilité soit effective. Et la dernière préconisation de la mutualité française tient dans la garantie d'un égal accès social et territorial. On ne l'a pas évoqué, mais ça avait été évoqué dans d'autres conférences. Tous les citoyens n'ont pas un égal accès aux solutions dématérialisées, à l'ordinateur, à la 4G ou la 5G. Donc, il faut absolument qu'on ait la garantie que tout le monde soit sur un pied d'égalité pour pouvoir rendre effectif le consentement à la collecte des données, la garantie de la sécurité, etc. Donc voilà les 6 chantiers qui ont été, enfin les 6 préconisations qui ont été émises par la FNMF, en sachant que ces préconisations peuvent être dupliquées sur tous les sujets qui parlent de dématérialisation ou de gestion de données. Et je pense notamment aux dernières discussions qui ont pu avoir lieu. Alors, M. Ravix le disait, le dossier médical partagé, ça nécessite de respecter ces 6 engagements-là. La carte vitale aussi, carte vitale qui est un sujet qui évoque ça. Alors, la carte vitale, il y avait quelque chose d'assez ambitieux. On devait aussi avoir, à un moment donné, on avait parlé les données liées à la complémentaire santé. Donc, beaucoup de données qui traitent de la santé, qui traitent de choses personnelles dans la carte vitale, qui nécessitent de répondre aux préconisations de la FNMF. Et aussi des choses qui sont en cours. Je pense au passeport vaccinal européen. Alors, il ne va pas s'appeler comme ça, hein. Je ne sais pas si vous avez écouté ce matin la radio ou ces jours-ci. Voilà. Le sujet est en train d'arriver. On parle de plus en plus d'un passeport européen qui collecterait des données liées. Voilà, on mettrait dessus quand est-ce qu'on a eu le dernier PCR, s'il est positif ou pas, si on a été vacciné, avec quel vaccin et quel taux d'immunité on a si on a eu déjà le virus. Sur tous ces sujets-là, le passeport vaccinal européen, le dossier médical partagé, la carte vitale et d'autres, on y reviendra peut-être, il y a nécessité pour la Fédération nationale de la mutualité française, de répondre aux exigences de transparence, de loyauté, de garantie humaine. Ce ne sont pas que des ordinateurs qui doivent gérer ça, et d'un consentement éclairé de l'utilisateur pour valider la collecte de données de santé. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps pour préciser un petit peu quelle était l'attitude de la mutualité française dans le cadre de la mise en place de tous ces systèmes qui ont été déployés pour lutter contre le Covid. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Téchec. De toute façon, on reviendra, je pense qu'il y aura des questions, on reviendra vers vous pour des questions ou pour des éclaircissements. Je vais laisser la parole à Monsieur Tomaroui et Madame Chiboudjian. Je ne sais pas si j'ai écorché votre nom, mais je m'en excuse par avance. Et je vous laisse la parole. Vous n'avez pas écorché mon nom qui est particulièrement difficile, ce qui permet à presque tout le monde de m'appeler Michel, et c'est beaucoup plus sympathique comme ça. Bonjour à tous et à tous. Merci au numérique de nous rejoindre aujourd'hui. Je voudrais un petit peu élargir le débat par rapport aux applications Covid pour remonter le ressenti et la parole des usagers en santé qui ne sont pas des spécialistes de l'informatique et qui quelquefois sont très éloignés des pratiques numériques. Aujourd'hui, on se doit de porter leur parole dans un monde où nous demandons à ce qu'une égalité de tous puisse permettre qu'on puisse protéger l'égalité de tous à la santé. En préambule, je voudrais rappeler quelque chose qui doit toujours nous guider, quelle que soit la manière de prendre
de prendre en charge un patient, une personne âgée ou un handicapé dans le cadre d'un soin. La relation de soins se fonde sur une relation humaine directe, basée sur la confiance et un ensemble de décisions véritablement partagées entre le médecin et le patient. Cette obligation d'un secret médical conservé, partagé, la responsabilité d'une décision médicale humaine est très importante quand on pense aux dérives qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle et surtout la relation personnelle, c'est presque le toucher, le visuel avec son médecin traitant. Parce qu'on sait que dans le soin, certes, les médicaments, les prises en charge soignent, mais cette confiance et cette relation créée avec les professionnels de santé peut être une partie de la guérison ou de l'accompagnement. Et quelle que soit la prise en charge, qu'elle soit en distanciel, en présentiel, au téléphone, il faut conserver à l'esprit que ces 3 principes doivent être respectés quoi qu'il arrive. Donc, on va peut-être, sous la base de ces principes, nous recentrer sur le débat d'aujourd'hui et on veut remonter avec M. Roux la parole, le verbatim des usagers que nous avons l'occasion de rencontrer tous les jours et que nous avons au téléphone tout au long de la crise Covid pour que ceux qui sachent, ceux qui construisent, ceux qui réfléchissent à faire le numérique en santé puissent co-construire avec nous un numérique respectueux de tous et des principes éthiques qui gèrent la relation de soi. En effet, Michel, France Asso Santé, depuis quelques mois maintenant, a été associé sur de nombreuses thématiques du numérique. Et je remercie l'Espace Éthique PACA Corse de nous inviter aujourd'hui à débattre autour des données en santé à l'ère de la Covid-19. Et justement, Michel, que représentent les données en santé pour nous, usagers? Vous savez, une donnée en santé, c'est extrêmement flou. Déjà, rien que dans le terme données, on sent qu'on donne quelque chose. Donc, il y a une réticence de vocabulaire. Je sais bien qu'en informatique, on dit data, on a traduit par données, mais données, ça vient de don, et donc ça veut dire qu'on va donner quelque chose de nous. Et là, on réfléchit. Dans une relation de don, on a un certain nombre de considérations. En dehors de cette étymologie, je voudrais dire que qu'est-ce que c'est une donnée? Est-ce que c'est mon ordonnance? Est-ce que c'est mon médecin qui la détient dans son ordinateur? Est-ce que c'est mes résultats de laboratoire? Est-ce que c'est mon carnet de santé, mon DNP? Difficile pour un usager. J'ai un usager qui m'a dit quelque chose que je garde souvent en mémoire en disant une donnée, mais c'est des chiffres. Les chiffres, c'est des paramètres de moi-même, mais ça ne peut pas me représenter. Je suis un être humain, je ne peux pas me résumer à des chiffres et à des données. Et je pense, effectivement, quand on dépasse ce discours de première intention, qu'il faut toujours voir le poids limité d'une donnée. D'ailleurs, les professionnels le savent, les paramètres des patients ne veulent pas toujours exprimer la globalité de son état de santé. Donc, pour les patients, ce que je peux essayer de synthétiser en disant qu'ils ne font pas bien la différence entre la donnée papier de leur dossier et la donnée numérique qu'il existerait dans un fichier. Et pour eux, c'est assez flou. On peut dire aussi qu'ils n'ont pas idée de l'ensemble des données qui sont couvertes dans les fichiers. Ils pensent que ce sont uniquement les données en rapport avec leur état de santé. Ils ne pensent pas, comme dans la crise Covid, qu'on allait pouvoir tracer leurs contacts ou qu'on allait pouvoir, à la limite, savoir leur position de personnes positives ou non. Pour eux, vous l'avez d'ailleurs remarqué, beaucoup ont installé la deuxième application Tous Anti-Covid. La première a soulevé un effet de refus. Il a fallu de longues explications et je crois que ça aussi, c'est important à retenir.
Si on veut que l'usager adhère à une application, il faut impérativement qu'il se l'approprie en ayant connaissance avec des mots simples de à la fois son utilisation, mais de ce qu'il y a derrière. Donc, c'est vrai que c'est encore vague pour eux. Et en plus, ces données ne sont pas perçues comme leur appartenant. Ils les donnent et refusent à les donner, mais à la limite, ils se disent, est-ce qu'elles sont vraiment à moi? Comment je peux avoir la trace de ces données puisqu'elles sont dans des fichiers auxquels je n'ai pas accès? Donc, c'est une notion extrêmement floue pour l'usager qu'il va falloir, parce qu'on est bien conscient que la numérisation et la e-santé sont une évolution souvent positive de la prise en charge du patient, qu'on apprenne au patient et qu'on lui permette de comprendre et de maîtriser, si on veut que ça évolue positivement. Merci Michel. Thomas, Oui. je voudrais savoir si l'usager en santé perçoit la centralisation des données comme une opportunité. Alors, oui. Les usagers nous font remonter que le fait que ça soit centralisé, ça apporte une notion de prise de contrôle sur l'accès de ces données et par conséquent d'être maître de ce qu'ils désirent ou non divulguer. On a des usagers qui nous remontent qu'ils ne veulent pas que n'importe qui puisse avoir accès à leurs données, qu'ils peuvent et qu'ils veulent garder leur intimité ou qu'ils puissent contrôler qui a accès à quel moment ou vérifier encore qui c'est qui a pu contrôler ou voir leurs données de santé. On peut faire un petit peu le parallèle au dossier médical partagé où justement les usagers, en rentrant leurs informations et leurs données de santé, peuvent choisir de partager certaines données avec certains professionnels et également aussi de révoquer cette autorisation quand ils le souhaitent, avec un contrôle d'accès à leur messagerie, etc., beaucoup plus sécurisé. Mais ce que veulent aussi les usagers du fait de cette centralisation, c'est pouvoir justement avoir un droit de regard et d'action sur le contenu de ces données jusqu'au droit de retrait. Et on voit que le droit de retrait est encore assez compliqué à comprendre pour nous tous parce que certaines structures ou plateformes jouent justement un petit peu sur cette notion-là. On peut citer la plateforme Doctolib, où justement, quand on est usager et qu'on utilise cette plateforme, on va donner de nombreuses données de santé et puis faire des rendez-vous, avoir des ordonnances, comme dans le cas des téléconsultations dans le cadre de la Covid-19. Et quand je demande à Doctolib de me retransférer mes données, on s'aperçoit qu'en fait, je ne reçois que des données très simples du style mes coordonnées, mon adresse mail, etc. Mais en aucun cas mes données que j'ai pu avoir en tant que patient auprès de mon médecin, sur mes ordonnances, etc. Et en fait, du fait que c'est un prestataire qui met en relation un usager et un professionnel de santé, ce n'est pas le rôle de Doctolib de transmettre ces informations qui sont pourtant sur mon compte. Et ils sont en total respect de la RGPD, mais ça montre la subtilité justement du droit de retrait et de récupération de ces données, qui peut être assez complexe et un parcours de foi du combattant pour les usagers. Merci Thomas. Peut-être que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les craintes identifiées par les usagers concernant leurs données. Alors oui, il y a différentes craintes, notamment justement cette centralisation qui avive aussi la crainte d'exposer des données sensibles au piratage. Donc, comme le disait M. Téchec tout à l'heure, avec ce fichier web qui a été diffusé sur le dark web de 500 patients avec leurs données de santé, qui allait jusqu'à des indications très personnelles comme s'ils étaient diabétiques, séropositifs, stériles ou encore avec d'autres pathologies, on voit qu'il y a
une peur, une crainte d'exposer ces données, de se les faire voler. Donc, l'idée, c'est de rassurer la population en proposant justement des cautions et assez fortes, notamment peut-être de l'État comme protecteur des données. Beaucoup aussi d'usagers spontanément vont refuser que leurs données, et c'est normal, soient partagées auprès de consultables et consultables par des tiers aux intérêts plus économiques que médicaux, comme les banques, les assurances ou encore l'employeur. On a eu de nombreuses discussions aux prémices du DMP sur un potentiel accès aux assurances. Il y avait eu des idées reçues que les assurances auraient accès aux fichiers DMP. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Mais voilà, ça crée aussi des peurs et un refus. Et puis aussi l'utilisation à des fins commerciales de ces données de santé avec on appelle ça du targeting. On va venir vous vendre des compléments si vous avez été repéré comme diabétique ou autre. Donc, c'est des attentes fortes de la part des usagers qui aimeraient une caution et une réassurance via le gouvernement pour protéger ces données. Mais au-delà de ces données de santé, Michel, qu'amène au final le numérique en santé pour les usagers? Je crois que nous partageons France Asso Santé, et vous l'avez dit, Monsieur Téchec, quand vous avez défini les principes de la mutualité française, nous partageons tout à fait ces 6 principes. Bien sûr, ils sont exprimés avec comment je peux dire, avec une richesse de langage que les usagers n'ont pas, mais effectivement, je peux reprendre chaque principe avec le mot des usagers et vous verrez combien ces principes recouvrent précisément la demande et l'espérance des usagers pour une e-santé équitable et respectueuse. Donc, les problématiques pour l'usager, c'est l'accessibilité matérielle au numérique. Bien sûr, il y a des zones blanches, bien sûr, il y a des citoyens qui ne sont pas équipés, qui ont du mal à se servir des ordinateurs, qui ont du mal à se servir du DMP. Aujourd'hui, on est appelé par des patients malades chroniques qui ont droit à la vaccination pour les aider à prendre rendez-vous sur Doctolib. On est obligé de le faire pour eux parce qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle et même intellectuelle de prendre un rendez-vous. Et je peux vous dire que tant qu'on n'a pas édité le document avec les dates écrites des rendez-vous, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, et qu'on ne leur a pas donné en main propre, il y a eu un stress et une incertitude qui se créent chez eux. On a, pour des personnes d'un certain âge, l'importance du papier. Tant que ce n'est pas sur le papier, ça n'a pas de réalité. Donc, ok, mais il va falloir un accompagnement, un médiateur en santé numérique, des lieux où la personne qui est éloignée du numérique peut trouver un support, un renfort pour rentrer. Sinon, on va absolument exclure un certain nombre de populations. Ensuite, on a la difficulté de comprendre le mécanisme de la plateforme. Il est important, et ça, je ne crois pas que ce soit fait, il est important que les usagers soient associés aux constructions des logiciels, je ne sais pas si on dit comme ça, à la conception des logiciels et aussi à la façon de pianoter sur l'ordinateur et sur le téléphone. Il faut absolument qu'on ait un apprentissage. Et il faut aussi, pour les professionnels de santé, avoir, vous l'avez bien relevé, avoir l'effectivité du consentement. Ça, c'est une notion essentielle parce qu'avec les équipes primaires de soins ou les CPTS, on a le risque d'avoir un dossier des informations patients qui vont s'élargir dans un but
de bonne prise en charge à des professionnels qui n'auraient pas été choisis par l'usager et sans son consentement. J'insiste beaucoup là-dessus. Et dans les problématiques, c'est moins ressorti ça. La garantie humaine, c'est déjà réservé à des gens qui sont conscients que l'intelligence artificielle peut donner des diagnostics. Mais c'est vrai que c'est extrêmement important parce que on nous dit, moi pour une première consultation, je ne veux pas la visio. Pour la première fois, je veux voir mon médecin. Donc, c'est souvent le cas d'ailleurs, mais c'est important dans la relation de soins de préserver cette humanité, cette prise en charge d'un humain pour un humain. Et si on peut se faire aider de l'intelligence artificielle pour gagner du temps, pour lutter contre la pénurie, obligatoirement on le fera. Mais n'oublions pas cette importance de nos relations humaines. Je voudrais conclure aussi en disant que peut-être qu'en dehors de ces freins, on peut aussi, et Thomas, vous allez le faire, relever l'intérêt d'une e-santé. Bien sûr, Michel, il y a des freins, mais il y a aussi des leviers. Comme vous le disiez, le numérique permet à l'usager, il en a conscience, hein, d'avoir accès à une quantité d'informations nouvelles parce qu'en fait, il n'avait pas forcément accès à toutes ces données. Et justement, avec la Covid-19, ça a accéléré tout ça. Ils ont l'impression actuellement, et on a l'impression, qu'avant, on ne nous disait pas forcément tout. Aujourd'hui, on a accès à ces informations et on peut aussi, du coup, se les réapproprier et élargir nos compétences et nos savoirs dans la connaissance de ces données en santé pour avoir une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de sa maladie, en savoir plus sur son traitement, être maître de son suivi. Vraiment, l'accès digital à ces données peut être vraiment considéré comme un outil d'empowerment pour connaître, maîtriser ses propres données. Et c'est être un peu plus maître de sa santé, mieux savoir ce qui est bon pour soi. Donc, il y a vraiment un côté positif. Pour rebondir un petit peu sur la connaissance du numérique par les usagers. En PACA, nous avons réalisé une enquête auprès d'un institut de sondage auprès de 600 usagers, 600 citoyens de la région PACA. Par exemple, pour 57% d'entre eux connaissent le dossier médical partagé, mais ils sont qu'un quart à connaître à connaître le dossier médical partagé, à l'avoir ouvert et à l'utiliser. Donc, on voit qu'il y a énormément de déperditions. Toutes les nouvelles plateformes qui sont mises en place ne sont pas ou très peu connues. À peine un quart ou un cinquième de la population les connaissent. Et donc, il y a besoin vraiment d'aller sur de l'approfondissement et un accompagnement à la digitalisation. Michel, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je pense que c'est nous, sur quoi on appuie notre intervention, c'est vraiment l'accompagnement à la digitalisation. C'est pour nous essentiel et il faut créer ces lieux, ces personnes qui vont permettre que la e-santé soit réussie, qu'il n'y ait pas de rejet de certaines populations ou de rejet de certaines techniques. Et je pense qu'il faudrait y réfléchir très rapidement. Il y a deux choses qui sont essentielles à mon avis, c'est de créer un cadre éthique, respectueux et comme les principes de la mutualité française l'ont fait. Les 6 principes me paraissent incontournables et je pense que ça serait bien que cette charte, elle soit diffusée auprès de toutes les associations d'usagers en santé et aussi auprès de tous les professionnels de santé. Il serait bon que lors de la conception des logiciels, des plateformes, des usagers soient intégrés au groupe de réflexion et au groupe d'utilisateurs
pour que vraiment on voie en réel ce que ça fait sur un citoyen tout à fait basique, normal. Et enfin, il faut trouver les moyens d'intégrer les aidants, les aidants qui sont les personnes, souvent les personnes de confiance, mais pas toujours, intégrer les aidants et étudier leurs problèmes parce que ça va encore une fois ralourdir leur pression psychologique de prise en charge de leur conjoint, de leur famille. Et cet aidant, il va avoir aussi l'obligation d'être formé à la e-santé et d'être le lien entre la e-santé, le patient accompagné, ce qui va être encore très lourd pour lui donner une responsabilité supplémentaire. Et je pense qu'il faudrait travailler avec les auxiliaires de vie et les accompagnants de personnes handicapées pour leur donner cette sensibilité et ces habitudes du numérique pour qu'elles puissent être des passerelles efficaces pour les personnes qui seraient éloignées du numérique. Je pense qu'on vous a dit tout ce qu'on voulait dire. On est prêt à répondre à vos questions, s'il y en a. Eh ben, merci bien. Merci pour cette intervention. Alors, j'aurais éventuellement quelques questions pour commencer. Et puis, je dis aux participants que s'ils veulent poser des questions via le chat est à leur disposition et je me ferai le relecteur de vos questions ou de vos commentaires. Par rapport à tout ce qui a été dit, je voulais… vous avez abordé la notion de fracture numérique avec cette problématique que l'on rencontre soit à travers les populations qui n'ont pas l'égal accès à ces technologies. Et notamment, on a pu éventuellement s'en rendre compte dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 où l'essentiel des prises de rendez-vous devait se faire via l'outil numérique. Et est-ce que vous, en tant qu'association, et même Monsieur Téchec, est-ce que vous avez eu des retours des utilisateurs et est-ce qu'il a été mis en place des systèmes pour pallier en fait à cette fracture qui, à mon sens, faisait que les populations les plus fragiles étaient totalement mises à l'écart du système de vaccination du fait des moyens employés qui étaient soit par le téléphone avec les contraintes qu'il y avait des lignes saturées ou essentiellement par Internet. Donc, je voulais avoir si vous aviez eu des informations complémentaires. Si la question s'adresse à moi, j'ai essayé de le dire. J'ai pris des rendez-vous pour des patients, pour la vaccination, avec le patient à côté. J'ai fait ça, je peux vous dire, pour au minimum 25 personnes. Donc, je me suis retrouvée à connaître et leur pathologie et leur date de naissance, et forcément. Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être fait au niveau des CCAS, avec une personne, ça aurait pu être fait à ce niveau-là peut-être, ou avec une infirmière qui aurait été dédiée à ça, ou une aide-soignante dans une mairie. Voilà. Je pense qu'il va falloir trouver des points d'accès à la e-santé, avec justement un accompagnateur. D'accord. Merci. Monsieur Téchet, vous voulez réagir par rapport à cette notion de fracture numérique et quels sont les… au-delà de la garantie d'un égal accès, à votre avis, la mise en place de structures d'accompagnement pour les personnes en rupture numérique, ça serait la solution ou vous imaginez d'autres possibilités? On est dans un moment particulier. Moi, je considère que notre rapport aux solutions informatisées, aux nouvelles technologies, il est sans retour.
voilà, il n'y aura pas de retour, il y aura pas de retour en arrière. Hein. Mais en même temps, on n'est pas encore arrivé suffisamment loin pour être hyper confiant et hyper rassuré dans les démarches. On est un peu dans un processus moléculaire hein, qui n'a pas encore atteint son moment de coagulation un peu. Il va peut-être falloir attendre un peu avant que tout soit rassurant. À titre personnel, mais c'est vraiment, je vais partager une expérience. Pendant le confinement, j'ai dû. C'était très compliqué d'accéder à un médecin, de prendre rendez-vous avec un spécialiste, c'était très compliqué. Et donc, j'ai eu recours à la téléconsultation. C'est une vraie expérience. C'est une vraie expérience. Ça fonctionne. On en ressort un peu bizarrement parce qu'on a fait une consultation médicale, effectivement, à distance, avec un téléphone portable. On reçoit une ordonnance sur la boîte mail. C'est quelque chose de particulier. Voilà, on est encore un peu habitué à aller voir son médecin, à se promener avec une ordonnance, à aller ensuite à la pharmacie, etc. Là, on voit bien que des moments comme celui de la pandémie vont certainement accélérer certains processus. Je pense que le recours à la télémédecine a dû s'accélérer. Alors là où il faut être vigilant, effectivement, c'est ce qui a été dit, c'est sur les populations les plus… Alors, celles qui sont touchées par l'illectronisme ou celles qui culturellement n'ont pas envie de franchir le pas. Effectivement, il va falloir être très attentif parce que je pense qu'une fois que le processus va se mettre en place, on risque de voir peut-être pas une généralisation, mais en tout cas une amplification massive du recours à la consultation par visio, par téléphone. Voilà. Donc, il faudra être attentif, si c'est le cas, à ce que les personnes qui n'ont pas su prendre le train des nouvelles technologies en marche puissent continuer à avoir un accès à la médecine et un recours aux soins conforme. Voilà. Merci bien. Je voulais aussi faire juste une petite remarque par rapport à ce que vous aviez dit, Michel et Thomas, autour de le fait d'essayer d'inclure le citoyen, l'utilisateur de la santé au sein des outils numériques en développement. Alors, c'est des choses qui commencent à exister, ce qu'on entend par l'éthique by design, c'est-à-dire qu'en fait, on inclut dès le départ de la conception de ces outils du numérique ces problématiques éthiques autour de la protection de la vie privée, de la transmission, de quelles données, est-ce que toutes les données qu'on utilise sont nécessaires pour le fonctionnement de l'outil, et donc du coup limiter au maximum les données, c'est-à-dire si une donnée n'est pas utile, eh ben, on ne la collecte pas. Toute cette réflexion, elle est maintenant, suite au rapport Villani sur l'IA, elle s'inclut au fait au démarrage des projets pour essayer de protéger en fait les données qui vont être collectées et qui vont être transmises, mais dès le départ, vraiment au début de la conception. Et par contre, et du coup, ça a un intérêt, c'est-à-dire que l'appropriation par l'utilisateur de l'outil sera d'autant plus importante si cette transparence en fait sur le développement de l'outil est importante. Par contre, ce que vous avez relevé et ce qui n'apparaît pas, c'est sur l'ergonomie des outils. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire que si les outils sont pensés par des personnes qui sont un petit peu éloignées des attentes et des contraintes des utilisateurs, on va avoir un outil qui sera non fonctionnel. Je vais vous prendre un exemple. J'ai travaillé dans les systèmes d'information hospitaliers. Si vous créez un outil en imaginant que l'utilisateur sera assis à un bureau avec son écran, sa souris, alors qu'en fait, c'est un outil de laboratoire où l'utilisateur est debout avec un tube dans une main et
ne peut pas utiliser simultanément le clavier et la souris. Et si vous n'imaginez pas ce fonctionnement-là, vous allez avoir une ergonomie qui ne va pas correspondre à l'utilisation réelle. Et du coup, vous allez avoir un outil qui sera peu fonctionnel et où les données qui vont être collectées risquent d'être de mauvaise qualité. Donc, c'est important, cette notion d'ergonomie. Et c'est vrai que vous avez raison, qu'il faut que les utilisateurs ils soient mis dans la boucle, au moins pour l'ergonomie. Pour le développement des outils, c'est déjà imaginé avec cette notion d'ethic by design où on procède en fait à des analyses dès le moment de l'outil pour une meilleure appropriation de l'outil par les utilisateurs. Et à ce niveau-là aussi, je voulais rebondir sur, vous avez parlé d'appropriation d'un outil, mais par exemple sur Tous Anti-Covid, on s'est bien rendu compte qu'il y a eu un souci d'appropriation malgré toute une communication qui avait été faite sur le démarrage de l'application Stop Covid. On a eu quand même beaucoup d'interrogations sur la protection de la vie privée à travers cette utilisation de cet outil. On a eu de nombreux débats au Parlement, par les citoyens. Et est-ce que sur cet outil, on n'a pas un souci de défiance vis-à-vis de l'éditeur? C'est-à-dire qu'il y a eu un effort de transparence sur Tous Anti-Covid qui n'existe pas pour d'autres outils. Vous prenez un outil de GPS, que ce soit Google Maps ou autre, les gens vont s'approprier cet outil sans se poser énormément de questions. Or, sur Tous Anti-Covid, on a eu quand même une politique de transparence qui a été énorme. Moi, j'ai regardé un petit peu l'outil tel qu'il a été créé. Les protocoles utilisés, c'était quand même des protocoles qui étaient très robustes en termes de protection des données personnelles. Malgré tout, on a eu quand même un problème de défiance. Est-ce que cette défiance, elle n'apparaît pas au niveau de l'éditeur? Dans ces cas, c'est l'État. C'est-à-dire que est-ce que les citoyens, les usagers de la santé n'ont pas plus de défiance envers l'État qu'envers les sociétés privées qui commercialisent des outils de bien-être ou des montres connectées, des bracelets connectés? Est-ce qu'il n'y a pas cette problématique de défiance vis-à-vis de l'éditeur sur ce coup-là, pour Tous Anti-Covid, c'est l'État. Et est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre cette problématique-là, que ce soit l'État ou une société privée? Est-ce que les gens n'ont pas plus confiance dans la société privée que dans l'État? Enfin, moi, si je peux réagir, cette application est arrivée dans une période quand même de privation de liberté, avec du confinement, avec des couvre-feux, donc avec un contexte quand même politique assez particulier et que peu d'entre nous avaient vécu. Donc, il y a eu déjà le fait de télécharger une application qui transmet vos données de positionnement pouvait raviver des craintes encore plus de flicage, si je peux parler de façon… voilà, donc je pense qu'il y a eu une peur d'être encore plus, on va dire, envahi par le gouvernement, par l'État dans cette application. Après, tout le monde ne l'a pas ressenti comme ça. Certains pensent comme ça. Michel, vous pouvez compléter. D'autres, au contraire, s'en sont vraiment saisis différemment. Les gens s'en sont saisis à partir du moment où on a dit, si tu es sur Tous Anti-Covid, tu peux avoir tous les centres de vaccination de ton département. Parce que quand vous dites on prend Google Maps ou autre, mais on prend avec un intérêt. Il y a quelque chose qui revient. Si je vais sur Google Maps, c'est pour avoir une info. Au début, Tous Anti-Covid, c'était pour donner une info sur moi. Alors, juste, moi, je trouvais, moi, pour l'avoir installé dès le début, notamment dans cette période un peu compliquée au tout début où on était confinés et on pouvait se sentir quelque part inutile dans cette lutte contre la pandémie, puisqu'on n'avait pas le droit de sortir et qu'il y avait ce sentiment d'inutilité. Et je trouvais que Stop Anti-Covid et Tous Anti-Covid maintenant et permettait en fait d'être un peu acteur de cette pandémie en disant ben voilà, j'installe un outil qui permettra, si jamais je suis contaminé,
de pouvoir référencer les personnes contacts ou éventuellement être moi-même personne contact et pouvoir être identifié de façon à limiter la circulation du virus. Donc, je trouvais que cette application permettait à chacun d'être un petit peu acteur dans la lutte contre la pandémie et donc de se sentir un petit peu plus utile si on avait quelque part ce sentiment d'inutilité. Alors moi, personnellement, je l'ai un peu vécu comme ça, c'est-à-dire que j'avais l'impression de servir à rien et le fait d'avoir cet outil, je me disais, bah, tiens, au moins je peux, à travers cet outil, être un petit peu utile dans la lutte contre la pandémie. Et donc, du coup, voilà, pour rebondir par rapport au GPS, je trouvais que voilà, il y avait cette notion d'utilité. On ne vous entend pas. Oui, ça recoupe un peu ce que je disais. Si vous utilisez une application, il faut qu'elle vous apporte quelque chose. Là, elle vous a apporté une utilité. Quelqu'un veut un plan ou un itinéraire. On avait les centres de vaccination. Et c'est vrai qu'elle est arrivée dans un contexte particulier où il y avait eu quelques petits soucis antérieurs dans une perte de confiance. Elle est arrivée à un moment de perte de confiance de certains par rapport à la gestion nationale. Je pense que c'était la première fois aussi qu'on avait ce contact tracing. Mais il faut reconnaître que ceux qui ont été déclarés positifs, qui ont été rappelés en sortie de confinement, dont les personnes contacts ont été appelées, ont constaté que ça marchait très bien. Ils nous en ont fait le retour. Ils se sont dit, quelqu'un s'occupe de moi et on s'occupe bien de moi. Donc, ils ont mesuré, ça n'aurait pas pu être fait s'il n'y avait pas eu les applications. Donc, ils ont mesuré l'intérêt des applications à ce moment-là. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a très bien marché. Puis, si je peux rebondir, on a vu, donc on a fait une enquête et c'est vrai que les utilisateurs en PACA, on est quand même utilisateurs du numérique. Enfin, 85% des personnes ont au moins un smartphone et ont un accès Internet, une connexion, mais ils l'utilisent pas forcément pour leur santé. Et du coup, de passer sur la santé sur leur smartphone, et ça va peut-être aussi, c'est pas systématique. On voit dans l'enquête que c'est pas quelque chose qui est entré encore dans les mœurs. Ça va venir, justement, si on apporte de l'acculturation, de la sensibilisation, etc. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose aussi c'est pas une pratique courante. D'accord, c'est vrai que je n'avais pas intégré cette vision-là de l'utilité des outils dans le domaine de la santé. C'est vrai que c'est vrai que je suis d'accord avec votre réflexion. Il y avait il y a un petit commentaire là sur le chat auquel vous pourrez peut-être rajouter une petite information. Donc, il y a une personne qui nous fait une remarque en disant « Beaucoup de personnes handicapées ne peuvent pas taper sur un ordinateur ou se servir d'un téléphone. » Et cela s'ajoute à l'isolement en fait, des personnes aggravées par la crise sanitaire. C'est-à-dire que voilà, on a un double isolement en fait, par le handicap qui peut nuire à la mobilité. D'autre part, ce handicap peut nuire à l'accès à des outils numériques. Et votre notion de dire il faut accompagner cet usage, il y a un accompagnement par l'éducation d'une part, mais il y a aussi un accompagnement physique, comme vous l'avez bien dit. Et c'est vrai qu'il faut trouver des solutions pour accompagner cette fracture, mais pas uniquement par l'éducation, mais aussi par la présence physique d'aidants dédiés au numérique. Et je pense qu'il y aurait des belles actions de solidarité à mener avec des jeunes qui se mobilisent beaucoup, mais en dehors des secteurs d'engagement, je veux dire, la petite unité des jeunes qui sont très facilitants sur tout ce numérique et des personnes plus âgées ou des personnes handicapées. On pourrait faire des petits ateliers avec de l'engagement citoyen dans les quartiers qui pourraient porter leurs fruits. Oui, d'ailleurs, maintenant, on parle moins de personnes handicapées que de situations de handicap.
Et effectivement, dans la période de Covid, on a eu une partie de la population qui s'est retrouvée en situation de handicap parce qu'on ne pouvait plus se déplacer aussi facilement et parce que là où d'autres arrivaient à compenser le manque de déplacement par les fameux apérovisio ou voilà, on restait connectés, on arrivait à se parler, y compris collectivement aux quatre coins de la France via des applications. On avait une partie de la population qui n'était pas forcément des personnes handicapées, mais qui se retrouvaient en situation de handicap parce que elles n'avaient pas accès, elles ne comprenaient pas comment marchaient les applications, etc. Et il y a des démarches qui ont été entreprises. Alors, des mutuelles, dont la mienne, mais on n'est pas ni les seuls ni les premiers à l'avoir fait, mais beaucoup de mutuelles ont pris sur elles de lister les personnes qu'elles considéraient a priori comme étant les plus isolées, parce qu'elles avaient un certain âge, parce qu'elles étaient dans des endroits très ruraux, et des militants les ont appelés. Et là, ça a été, pas un étonnement, parce qu'on s'en doutait, mais voilà, l'accueil a été hyper positif, quoi. Ah, ben, ça nous fait plaisir qu'on prenne de nos nouvelles. On voyait qu'il y avait un manque de contact énorme, hein. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment dans l'entre-deux et c'est un pays encore qui a une culture, qui a une histoire rurale, hein, et l'arrivée des nouvelles technologies ne se fait pas de la même façon, avec la même vitesse et rapidité que dans d'autres pays. Et je rebondis sur l'intervention de tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu une défiance sur une partie de la population par rapport à l'application et par rapport à l'utilisation des smartphones. On a pu voir, hein, dans d'autres pays que ça n'a pas été le cas. Je prends l'exemple de la Corée du Sud. Alors, comparaison n'est pas toujours raison, mais en tout cas, en Corée du Sud, il y a eu immédiatement une volonté de mettre à disposition les nouvelles technologies au service de la lutte contre le Covid. Alors, la Corée du Sud a une histoire, hein, c'est-à-dire qu'ils ont eu la grippe H1N1, ils ont eu le SRAS, ils ont vécu des traumatismes auparavant. Donc, la question de la lutte contre la pandémie ne s'est pas fait attendre. Et immédiatement, on a dit aux gens qu'il y allait avoir un traçage qui allait être mis en place et des données de géolocalisation qui seraient transmises directement par les opérateurs téléphoniques au centre de gestion de la crise. Et ces données, rapidement, le pays a fait savoir qu'elles seraient stockées sur des serveurs extérieurs. Ce n'est pas géré par l'État. Ça répond un petit peu, ça alimente la réflexion de M. Ravix, hein, est-ce qu'on peut avoir confiance plus en l'État qu'en dans le privé. En tout cas, là, le choix a été fait de ne pas stocker ça sur des serveurs d'État, entre guillemets. Et l'engagement a été pris aussi que ces données seraient détruites une fois la crise terminée et qu'elles ne seraient pas, et que donc la géolocalisation ne serait pas obtenue par rapport à la collecte de données GPS, mais par la triangulation des antennes, ce qui a assuré quand même une anonymisation de tout ça. Alors, après, le traçage s'est fait aussi en Corée du Sud à travers la carte bancaire. Donc, on est allé beaucoup plus loin dans la volonté de tracer. C'est des dispositifs qu'on n'imaginerait pas voir être mis en place chez nous en France. Donc, il y a un problème aussi culturel et de rapport à ce côté un petit peu intrusif. Mais en tout cas, il y a des exemples qui ont montré que les technologies avaient été vraiment mises en avant pour lutter contre le Covid. Les technologies servent aussi à désenclaver un petit peu les gens qui étaient isolés. Effectivement, on a des dispositifs, voilà, que ce soit les mutuelles ou d'autres instances qui ont essayé et qui ont tenu à rester en contact avec les plus isolés. Ça a marché aussi. Voilà, de toute façon, ce n'est pas l'un ou l'autre, hein, ça sera forcément pendant encore quelques temps l'un et l'autre. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de facilité à disposer des nouvelles technologies et d'autres qui n'y arrivent pas, soit par choix, soit parce que c'est trop compliqué. Mais en tout cas, le mouvement mutualiste a montré qu'il arrivait à concilier les deux.
je suis d'accord avec vous et votre exemple autour de la Corée du Sud et cette centralisation et ce traçage, on va dire, élevé, a porté ses fruits pour la gestion de la crise Covid dans ce pays. C'est vrai qu'en France, enfin en Europe et notamment en France, on n'a pas cette habitude-là et les textes ne nous permettent pas par exemple, de tracer les déplacements avec les cartes bancaires, par exemple. Néanmoins, l'outil, alors attention, sur l'outil de traçage de tous anti-Covid, c'est un outil qui ne géolocalise pas, hein, c'est un outil qui repère juste les téléphones qui sont à proximité et qui ont aussi l'application installée. Et après, c'est des crypto-identifiants et puis les données sont supprimées au bout de… Alors, au début, c'était au bout de 14 jours parce qu'il y avait cette notion de quarantaine, enfin de quatorzaine. Alors, c'est peut-être ça, le temps a peut-être évolué, fait que l'apparition des variants vont peut-être rallonger le temps, mais c'est des données qui, quand elles remontent, sont détruites. Alors, c'est vrai qu'au départ, il y a une question sur est-ce qu'on peut avoir des systèmes qui centralisent ou qui ne centralisent pas. Alors, il y a d'autres pays qui ont utilisé des systèmes qui ne centralisaient pas les données. En France, on a utilisé un système qui permettait la centralisation des données. Donc, ça a des inconvénients, puis ça a des avantages. Un des gros avantages, à mon sens, c'est que le fait de centraliser, on a très peu de données sur nos téléphones. Et puis, le jour où on arrête tous anti-Covid, parce qu'on n'aura plus besoin, on détruit, à partir du moment où c'est centralisé, il n'y aura plus du tout d'utilisation. Même si vous gardez l'application sur votre téléphone, elle sera non fonctionnelle et on ne pourra pas récupérer de données. Alors qu'avec une solution décentralisée, eh bien, si les données sont stockées sur votre téléphone, tant que vous ne désinstallez pas l'outil, il sera toujours fonctionnel. Si vous tombez sur un autre téléphone à côté, vous pourrez récupérer les données. Or, avec une solution centralisée, même malgré tout, il y a des inconvénients, mais je trouve qu'il y avait cet avantage, c'est-à-dire que quand on arrête, tout s'arrête. Donc, pour moi, c'était quand même un gage de confiance en disant, voilà, on centralise et puis ça permet de dire, le jour où on arrête, on arrête. Après, je pense qu'on était comme vous l'avez dit, on était dans des conditions de confinement où on avait quand même une certaine défiance et c'était quelque chose de nouveau. Et donc, par conséquent, je pense que l'arrivée de cet outil n'a pas été fait dans des conditions optimum de confiance envers l'État et les mesures qui étaient imposées, où on avait quand même des contraintes sur notre vie, contraintes importantes sur nos libertés, et on n'avait pas du tout eu cette habitude-là. Donc, c'est vrai qu'on était quand même dans un domaine particulier. Donc, juste après, je vous laisse la parole. On a des interrogations, donc je voulais quand même une personne qui nous pose la question autour des objets connectés. Donc, alors, on l'a un peu abordé avec l'histoire du smartphone et de tous anti-Covid. Donc, voilà, elle pose un peu une interrogation sur est-ce que l'objet connecté dans la relation médecin-patient, donc là, on va un petit peu au-delà de la problématique de données de santé. Néanmoins, c'est un peu lié puisque les objets connectés génèrent des données que l'on a identifiées comme données de santé. Donc, on est quand même dans ce contexte-là. Et donc, si vous pouvez dire un petit mot sur comment vous percevez et quelles sont les actions que vous pouvez mener vous, autour des objets connectés qui génèrent de la donnée de santé et dans cette relation en fait, entre l'usager de santé et les professionnels de santé, le médecin notamment. J'ai un exemple qui n'est pas heureux, mais qui a été quand même assez grave. C'est des appareils qui sont posés sur des gens qui ont de l'apnée du sommeil, des appareils qui sont remboursés par l'assurance maladie. Et il avait été réfléchi qu'en fonction du nombre d'utilisations qui étaient relevées sur les appareils, on arrêterait de rembourser cette technique si les gens n'étaient pas observants. Je dois dire
qu'on n'était pas, en tant qu'association France Asso Santé, nous n'étions pas trop d'accord. Et d'ailleurs, je crois que cette menace de non-remboursement a été effacée. C'est vrai que ça, c'est une limite. Par contre, je peux dire que des montres connectées sur des personnes qui ont des déficiences neurologiques et qui sont des fois délocalisées permettent de les retrouver relativement facilement, ce qui est quand même quelque chose de bien. Maintenant, je ne sais pas du tout si les médecins utilisent, alors peut-être dans le cadre des appareils qui mesurent la glycémie, je pense que c'est le patient qui doit avoir ses relevés, ou est-ce qu'il y a un lien avec son médecin, ça je ne sais pas du tout. Voilà mes expériences négatives et positives sur les montres connectées. Et après, je voulais dire que c'est important de savoir si on passe par un prestataire pour louer ces appareils, ce que le prestataire fait après des données collectées, si elles ne sont pas revendues ou diffusées. Ça, c'est une crainte que j'ai à titre personnel d'ailleurs, et je pense qu'il faudra qu'on travaille là-dessus. Oui, deux mots là-dessus. Il y a effectivement les dispositifs médicaux qui rendent des services incroyables hein, par rapport à certaines pathologies, avec la possibilité pour le patient d'avoir un confort de vie vraiment amélioré, des interventions en direct, enfin des interactions en direct avec le médecin, des alertes qui sont données en cas de dépassement de certains seuils, de taux, etc. Mais ça, ce sont des dispositifs médicaux. Après, il y a les objets connectés, les objets qui sont c'est un peu méchant de dire gadgets, mais voilà, que ça s'apparente à des gadgets, où là, effectivement, il y a aucune garantie, aucune certitude. Les données sont générées, sont transmises, on ne sait pas à qui, on ne sait pas où, on ne sait pas dans quelle fin, on ne sait pas où c'est stocké. Voilà. La mutualité française continue de travailler à une notion de label, d'objets connectés pour essayer de canaliser un peu le truc et de mettre sur le marché des objets qui répondent à certaines, alors peut-être pas aussi préconisations que je vous ai citées tout à l'heure, mais en tout cas qui essaient de moraliser un petit peu tout ça et de faire prendre conscience aux gens que les données sont produites. Voilà, on sait si on marche, si on ne marche pas, où on va, le rythme cardiaque, si on dort, si on ne dort pas, et que ça, c'est de l'intime et que ça part dans la nature sans qu'on sache vraiment à quelle fin elles sont utilisées et si elles peuvent être effectivement commercialisées. On se doute bien qu'il y a des gens qui doivent réfléchir à ça, mais il n'y a pas encore de label de poser, mais la mutualité y travaille et continue d'y réfléchir. Oui, autour de ces problématiques-là, on a deux aspects. On a la qualification de la donnée, c'est-à-dire que est-ce que autour de l'objet connecté, est-ce que l'on génère une donnée dite donnée de santé, hein, ou est-ce que l'on génère une donnée de bien-être, sachant que suivant le type de données, la finalité sera totalement différente, dans le sens où à partir du moment où c'est une donnée de santé, la donnée doit être hébergée chez un hébergeur de données de santé qui a des contraintes très fortes en termes de réutilisation de ces données. Globalement, ce n'est pas possible. À partir du moment où on est dans une donnée de bien-être, on n'est pas soumis aux mêmes contraintes et du coup, là, il y a quand même un flou qui apparaît. Alors après, le flou existe aussi dans la qualification de la donnée, puisque quand on regarde la CNIL, par exemple, sur une montre connectée, toutes les données que vous récupérez sont considérées comme des données de bien-être si elles restent dans la montre, c'est-à-dire si elles ne sont pas transmises. À partir du moment où la donnée est transmise, ils estiment que ça devient une donnée de santé. Et donc, du coup, là, il y a des contraintes. Alors, pour l'instant, je pense qu'il y a quand même pas mal de problématiques. Et comme il y a ce flou qui persiste, les sociétés entretiennent ce flou, en fait, hein, dans l'utilisation des données. Mais normalement, les textes sont faits. Alors, après, la donnée de santé, hein, si on prend l'exemple d'une montre connectée, vous avez un poids et une taille. Le poids et la taille vont vous donner un indice de masse corporelle.
qui est considérée comme une donnée de santé, hein, le croisement du poids et de la taille. Et donc, ça, c'est une donnée de santé. Donc, à partir du moment où vous êtes identifié, ça devient une donnée personnelle de santé et soumis à des contraintes très fortes, et notamment un hébergement de données de santé pour le stockage. Donc, voilà, on est quand même dans un… Il y a un flou qui reste. Et le RGPD n'a pas… En fait, il a amélioré beaucoup de choses, notamment la définition de la donnée de santé, parce qu'avant le RGPD, on n'avait pas une définition. Il y avait la Conférence nationale de santé qui avait donné une définition de la donnée de santé, mais on n'avait pas une définition claire de la donnée de santé. Alors, dans le RGPD, il y a une définition. Est-ce qu'elle est réellement claire? Elle peut être soumise encore à interprétation pour certains points, mais globalement, on a quand même une bonne définition de la donnée de santé. Et du coup, le RGPD donc, a donné ça. Il entretient quand même quelque part un petit peu le flou sur la donnée de bien-être, la donnée de santé. Et du coup, il faut aussi permettre à des industriels de travailler, quelque part. C'est aussi le but du RGPD, c'est-à-dire de donner un cadre sur lequel les industriels peuvent s'appuyer pour pouvoir travailler et commercialiser un certain nombre de données qui seront anonymisées. Ils ne vont pas vendre vos données personnelles, parce que je ne suis pas certain qu'ils puissent remonter jusqu'à là facilement, mais du moins, ils peuvent commercialiser un ensemble de données qui seront utiles, par exemple, pour la connaissance de, imaginons, des montres connectées dans la région PACA. On pourrait avoir, dans les gens qui font du sport en région PACA, ils font plus ou moins tant de kilomètres en manière globale, ils vont plus ou moins dans les calanques où ils restent en ville pour courir. Et voilà, ça peut être ce type d'information au niveau global qui peut éventuellement intéresser des publicitaires ou d'autres structures. À mon sens, c'est aussi certaines problématiques des objets connectés. Voilà. Si vous avez vous vouliez rajouter des petites choses? Monsieur Roux? Non, pas particulièrement. Peut-être parler de ce que disait Michel tout à l'heure sur la prise de rendez-vous pour la vaccination. C'était intéressant parce que France Asso Santé a été associée aux tables tactiques de l'Agence régionale de santé sur la question de la vaccination. Et c'est vrai qu'on a fait remonter le mécontentement de nombreux usagers à ne pas réussir à prendre rendez-vous sur cette plateforme quand ils arrivaient à y accéder, sans justificatif, sans raison, sans motif de refus en fait de disponibilité. Et c'est vrai que on a travaillé avec eux en leur disant peut-être qu'un message expliquant pourquoi il n'y a pas de rendez-vous pourrait aussi un peu conforter ou expliquer aux gens pourquoi il n'y a pas de rendez-vous, tout simplement. Enfin, c'est donner une raison. Et c'est vrai que ça a été pris en compte. Maintenant, il y a des petits messages qui donnent le nombre de places, etc. Mais c'est vraiment l'intérêt d'associer les usagers dans la conception de l'accessibilité des technologies, des plateformes, etc. Parce que souvent, ça reste professionnel centré et à l'usage, c'est pas adapté. Et du coup, ça ne conviendra pas à de nombreuses personnes. Et malheureusement, on arrive parfois, comme notre enquête le montre, à du renoncement aux soins parce qu'on est obligé de passer par des plateformes. Donc voilà, le but, c'est pas d'arriver à là, c'est d'aller plus vers l'usager et puis d'y apporter des solutions, quoi. D'accord. Monsieur Téchec, vous avez des petites choses à rajouter en conclusion? Ouais, juste un mot, enfin 2 mots. Le premier pour dire que tout ça, les nouvelles technologies, etc., comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est encore en devenir. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations toutes récentes. Il y a eu l'annonce de la création de la nouvelle carte d'identité avec des données biométriques dessus. Et la première chose qu'on dit, c'est elle est inviolable. Oui, on espère bien. C'est encore incroyable qu'on rajoute ça, quoi. Il va falloir qu'on arrive à passer ce cap-là
et à se dire qu'on arrive à faire des objets qui détiennent des informations sur des cartes à puce et sur lesquelles on n'est pas obligé de rajouter que c'est inviolable. Et juste pour conclure, alors c'est des réflexions qui sont menées par certains penseurs qui disent que là, on est en train de voir l'avènement de l'homo covidus après l'homo economicus. Donc, au-delà d'être un consommateur soucieux, un travailleur inquiet ou un épargnant plutôt frileux, c'est quelqu'un qui est en train de passer du vivre ensemble au vivre connecté. Et c'est en ça qu'il faut qu'on soit très, très attentif à créer des moments comme vous nous proposez, Monsieur Ravix. C'est très, très important d'arriver à continuer de partager et à créer des moments collectifs, alors dématérialisés, mais des moments collectifs pour échanger et à être très attentif à ce que demain ne soit pas ce qui va arriver, mais ce qu'on va faire. Il faut qu'on travaille ensemble pour sortir rapidement de cette crise et retrouver une vie où on est ensemble et non plus uniquement connecté et dépendant de plus en plus de ces outils, et que ces outils deviennent des outils au service de l'homme et non pas nous presque qui sommes à leur service. Alors pour lutter contre la pandémie dans ce moment, hein, c'est un petit peu ce que vous disiez, M. Ravix, vous sentiez que l'utilité était à se mettre au service de l'outil. C'est sûr que la cause le nécessitait, mais un fonctionnement normal, c'est bien des outils qui sont au service des citoyens. Voilà, donc j'espère qu'on arrivera à sortir rapidement de cette crise. Merci. Michel, un petit mot pour conclure? Bien sûr, d'abord, merci de nous avoir invités, merci de ce débat, merci aux personnes qui nous ont écoutés, et on est encore à leur disposition sur le site de France Asso pour prendre leurs observations, leurs améliorations, puisque nous, on ne se nourrit que de ce que nous remonte le terrain et les expériences de terrain. Je dirais oui pour une connexion, oui pour une prise en charge en e-santé, mais toujours humaine et inclusive. C'est très important pour nous de garder ces deux critères. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci aux participants de s'être connectés.